Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à Doris Kellanou. Comment allez-vous? Je vais très bien. Les Aubes brumeuses, troisième roman. Est-ce que la périodicité en votre roman a été respectée ou vous ne tenez pas compte de cette périodicité? C'est pas comme produire un disque. Je ne tiens pas compte du temps. Moi, je ne cours pas. J'écris sans obéir à peut-être, sans suivre quiconque, sans courir derrière quiconque. Et puis voilà. J'aurais bien voulu courir après un record. Ah, dans tous les cas, nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Night. Merci, merci de m'avoir invité. Doris, en page 8, vous écrivez « Je suis irrité, exaspéré, décontenancé. Je me fais peur. Je comprends la nervosité qui habite un muet face à l'incompréhension dont il peut être victime. » La narratrice, elle est muette. Oui, elle devient muette. Pourquoi? Pourquoi le mutisme pour elle? C'est suite à un choc, suite à un choc qu'elle a subi. Et dans toute l'histoire, sinon on va y arriver. On va arriver à ce roman-là. Qu'est-ce qui vous amène à la littérature, à l'écriture, je veux dire? Déjà, je suis une grande lectrice. J'ai commencé à lire très jeune. À 13 ans, vous écrivez déjà? Oui, j'écrivais. Vous écrivez, c'était quoi les sujets? Tout et rien, en tout cas le quotidien. Ouais. Oui. Et puis beaucoup de poèmes, parce que j'ai commencé à lire très jeune. C'est quoi? Ce sont vos parents qui vous ont donné ce goût de la lecture? C'est papa, c'est maman? Oui, maman, parce que ma mère, elle fut institutrice. Et donc, voilà, on avait toujours un livre à côté. Oui, voilà. Et puis, malgré ça, à cet âge-là, quand on a 13 ans, je crois qu'on pense plutôt poupée, des choses comme ça, je ne sais pas, pour les filles, maquillage et tout ça. Vous, c'était la littérature? Non, moi, c'était la littérature. En tout cas, j'étais toujours... Quel est le premier roman qui vous a fasciné? Camara Laye, l'enfant noir de Camara Laye, oui. Guinéen. Et puis, vous êtes d'un pays qui a un bon écrivain aussi, excellent. On parle de lui à travers le monde. C'est Alain Mambakou. Qu'est-ce qu'il représente pour votre génération? En fait, il est incontournable. On ne peut pas parler de littérature sans parler d'Alain Mambakou, là, actuellement. C'est un mentor, c'est un aîné, c'est... Vous avez eu l'occasion de le rencontrer, de discuter avec lui, d'échanger avec lui? Oui, bien sûr. Sur la technique d'écriture? Oui, bien sûr. C'est mon oncle, en passant. Donc c'est dans votre ADN, écrire. On peut le dire ainsi. C'est dans votre ADN. Mais pourquoi? Il faut le dire avec fierté qu'il est votre oncle. Pourquoi vous faites des hésitations à parler de lui? Non, mais justement, j'ai parlé de lui. Mais oui, je l'ai dit. Donc, il a une double importance pour vous. Absolument. Vous lui soumettez ce que vous écrivez? Bon, pour le premier livre, oui. Je le lui ai envoyé et oui. Il a lu, il a apprécié, il a donné son point de vue, il a fait une critique. Doris, qu'est-ce qui vous démarque des autres écrivaines? À votre avis, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que quand on est écrivaine, on cherche à se démarquer des autres? Bon, je vais dire, moi, en ce qui me concerne, je vais dire que la littérature ou écrire, c'est mon expression, parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Ouais. Donc, c'est ma façon à moi de m'exprimer, de dire... Moi, j'ai parcouru votre œuvre. Par moments, ça nous ramène à la poésie. Oui. Ouais, ça nous ramène à la poésie. Il y a de très belles phrases, de très belles formulations. J'ai voulu ça, ce livre. Je l'ai écrit pendant longtemps. Et je voulais des phrases pertinentes qui, dès qu'on lit, c'est une marque que j'ai voulu avec le temps. D'où ma question. La nièce d'Alain Mambakou, et puis aujourd'hui écrivaine à juste titre. On va parler de vos œuvres à présent. L'Hôte indésirable, quel était le pitch de ce roman? Alors, dans L'Hôte indésirable, j'ai parlé du sida. C'était en 2007. Oui, c'était en 2007. J'ai parlé du sida parce qu'on ne pouvait pas être insensible à ce qui se passait. On voyait les ravages causés par le sida et tout ça, en Afrique surtout.
Et puis, j'ai parlé du sida. C'est un sujet que vous vouliez aborder. Et puis, dans l'écho du silence, là, vous faites parler deux grandes figures, deux grandes personnalités noires, à savoir Martin Luther King et aussi Nelson Mandela. Ah oui. Donc, j'ai parlé de ces deux grandes figures parce que ce livre est sorti en 2008. En tout cas, j'ai été inspirée par l'ascension au pouvoir de Barack Obama. Pour moi, c'était un rêve, l'aboutissement du rêve de Martin Luther King. Ouais. Et puis, je ne pouvais pas rester silencieuse face à cela, parce que c'était un espoir, on va dire, hein, pour nous les Noirs et tout ça, de voir un Noir, on va dire, arriver à la tête de la première puissance mondiale. Ouais, oui, ça nous a tous touchés. Hein. Absolument. Donc, déçus, il fallait en parler. Ou bien, pour vous, c'était normal, les mandats qu'il a fait. Vous avez été contente de ces deux mandats? Oui, enfin, je ne suis pas aux États-Unis, peut-être pour arriver à critiquer ou je ne sais quoi, mais pour moi, c'est déjà un très bon modèle, un exemple, et puis je ne vais pas rester là à juger, mais il a fait ce qu'il a pu. Et puis, vous avez senti que nous avons franchi un pas? Ah oui, absolument. Il y a un de vos chapitres qui s'intitule « Né dans les airs ». Né dans les airs. Pour dire quoi, si je devais résumer? Né dans les airs, comment on peut naître dans les airs? Né dans les airs, en fait, la protagoniste, je vais parler de mon personnage principal, Marie-Ève, oui, qui est née justement dans un avion. Ah d'accord. Elle est née dans un avion et puis voilà, donc c'est un titre que j'ai voulu donner à ce chapitre-là. Magnifique. Je vous ai posé la question parce que vous devez sûrement la connaître. Elle s'appelle Sissi Mananga et elle chante Mopepe. Mopepe, c'est les femmes dans les airs, les femmes qui sont un peu partout, on l'a reçu au cours de l'émission, et qui sont portées justement par les airs. D'où ma question, née dans les airs. C'est cadeau pour vous, Sissi Mananga. Elle est comme le vent, ne connaît pas de frontières. Elle survole la terre, l'océan, les rivières. Mon pépé, mamé, mon pépé, mon pépé, mamé, mon pépé. Dans le vent, signé Sissi Mananga.
C'était cadeau pour vous remercier d'être là. Merci À beaucoup. présent, on va s'intéresser à votre roman. Comment vous résumerez justement Aube, les aubes brumeuses? Si je vais le dire en d'autres termes, pour moi, c'est le choc des cultures. Maintenant, s'il faut faire la traduction même des eaux brumeuses, Allons-y. ce serait un lever de jour sous la brume, peut-être le brouillard. On va commencer par votre principal personnage, Marie-Ève. Comment vous la décrirez avant le choc? Bah, c'est une fille, hein, je vais dire une jeune dame, Ouais. condescendante, qui Très libre, oui, Ouais. libre et puis voilà, qui pense que qui a vécu en Europe, qui a vécu en Europe qui et est qui retournée retourne en formatée Afrique. européenne. Voilà, donc elle arrive, donc elle n'obéit pas Au je vais code. dire au code, oui, au code Elle est local. pourtant née là. Oui, elle est née là, mais elle n'a pas grandi là. Ouais. Elle est partie très jeune. Donc, elle est complètement européanisée, occidentalisée et qui revient et qui se pose en critique. Par rapport au code. Oui, Par rapport au code établi. Et puis, il y a vos différents personnages. La maman, oui. qui se bat tant bien que mal, a fait oui. comprendre à sa fille quelle importance vous avez voulu montrer de par les discours, de par les dialogues entre Ève et Marie Et sa maman. Je vois l'importance de la parole des parents. l'importance de la parole des parents. Il y a un rôle de transmission, en fait. La maman est là pour transmettre ce qu'elle a reçu, on va dire, de la société, de la tradition et tout ça. Elle transmet à Marie-Ève. Et en plus, elle, c'est une société matriarcale. Oui. Raison de plus pour qu'elle Pour prête que Marie, attention. oui, à ce que, oui, à ce que sa fille fait ou que Marie-Ève prête attention à ce que la maman dit. Mais elle n'est pas là. Hein. Elle pense à autre chose, elle pense autre chose et puis voilà. Tommy, Donc, ce sont ces jeunes Africains qu'on voit évoluer sans savoir véritablement ce qu'ils font dans la vie. Plein de mystères autour d'eux. oui. Plein de mystères autour d'eux, mais bon, après, Tommy, c'est un jeune garçon qui n'a pas eu beaucoup de chance, hein, on va dire. La vie ne lui a pas souri, Ouais. donc il est né avec un handicap, mais doté d'une faculté d'ubiquité où, voilà, donc là, je repars un peu dans les sources africaines où il y a beaucoup de mysticisme, beaucoup de mystères. Et, On va voilà. revenir à ça. Marc, Oui, l'ex-chéri de de Marie-Ève. Marie-Ève, oui. Ouais. Oui. Là, vous abordez un peu le racisme. Oui, voilà. Voilà. Parce que oui, elle a été confrontée au racisme, hein, elle qui croyait être devenue parce qu'à la fin, oui, Ouais. voilà. Donc elle est rattrapée par la réalité parce que elle est amoureuse, elle a un amoureux qui est européen, hein, caucasien, et la belle famille ne l'accepte pas. Donc, Et même lui-même, et par même moment. lui-même. Au départ, oui, c'était bien, c'était l'idylle, Ouais. mais après. On va voir. Après, on parlera justement de ce qu'elle pense, que lui, il pense d'elle. Vous abordez avec beaucoup de crédibilité ces hommes de Dieu, ces pasteurs, ces prophètes, ces hommes de Dieu, ceux surtout des nouvelles églises. Oui. C'est un phénomène. Ah oui, un phénomène. Parce qu'on a vu, je vais parler du Congo, hein, en tout cas c'est l'exemple palpable. On voit que ce courant-là, il y a beaucoup de familles qui ont été détruites à cause des faux prophètes. Ouais, Il y a des vrais, ouais. il y a des faux, mais C'est à il nous y a... de distinguer maintenant du faux Voilà, du vrai. Ouais. justement. Et ceux qui pullulent, enfin, ce qu'on trouve à tous les coins de rue, c'est surtout les faux et ils sont à l'origine de beaucoup de scissions dans les familles. Alors, il faut Il faut en faire parler. attention, vous Oui. en parlez, c'est ce que vous Oui. faites si bien à travers justement les dialogues entre la maman par rapport à ses religieux, Oui. en qui Marie-Ève aussi, à un moment donné, elle en prend beaucoup de doutes. Hein. Oui, elle Quelle est là. souffrance Elle pour est... une muette. Hein. ça se bouscule dans sa tête Oui. et elle ne peut plus exprimer les choses. Non, elle ne peut plus. Parce que, bon, avant le choc,
Ah oui. Elle s'exprimait, elle s'exprimait. De façon très hautaine, par Ah moment. oui, oui, beaucoup. Oui. Et après le choc, elle ne peut plus parler, donc elle se contente d'écrire. Et puis, ça, c'est une question c'est une question que je vous poserai à titre personnel. Quelle place nos sociétés africaines modernes doivent-elles accorder à nos us et coutumes? Je vais dire, enfin, il y a du bon et il y a du moins bon quand même. Hein. Et il y a du mauvais aussi. Oui, il y a du mauvais. Ouais. Donc, Il y a les trois. moi, Bon, moins bon, bon, mauvais, oui. Donc, moi, je suis pour que le bon, il perdure. Alors, ce qui... Mais là aussi, comment savoir ce qui est bon? Parce que si Marie-Ève avait écouté sa mère, elle n'aurait pas connu cela. Mais qu'est-ce qu'elle aurait connu? Parce que non, elle est partie dans l'excès, en fait. En fait, je pense que tout excès nuit. De toute façon, Ah oui, il y a ça, un c'est proverbe clair. qui le dit. Donc, il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas ne pas en faire non plus. Donc, c'est bien d'être au milieu. Et d'être au milieu, elle, par rapport à son cas, elle a... c'est arriver à voir justement faire la part des choses. Regarder ce qui est bien et ce qui ne l'est pas et se positionner par rapport à cela. Mais maintenant, ne pas être trop radical, ne pas être quelqu'un qui s'en fout aussi. Et voilà. Donc, moi, je suis partisane pour ceux qui se mettent au milieu. On regarde, on observe et ce qui est bien, on garde. Ce qu'on pense ne pas être bien, on laisse tomber, on s'en débarrasse. Cadeau encore pour vous. Voici venu un grand guitariste. Il a joué auprès de tous les grands noms de la musique reggae. Il a décidé d'aller en studio faire un album tout en musique. Et ça s'appelle Still Standing et c'est signé Cubix. Vous avez apprécié Cubix. Ah oui. Vous me disiez que vous l'avez vu déjà, Afro Oui, Night, oui, c'est vrai? oui, Il est j'ai passé par suivi. ici. Oui, j'ai suivi l'émission. Ah, merci Oui. de nous suivre. Vous trouvez le temps d'écrire, hein? Vous êtes mère de 2 charmants enfants, Oui. dans un foyer assez stable. Vous avez quand même le temps On finit d'écrire.
On finit par trouver le temps quand c'est une passion, on s'en donne les moyens. Vous vous en donnez les moyens. Oui. Les Eaux brumeuses, édité aux éditions Les Lettres Mouchetées. Vous écrivez « Marc Leblanc me passait au crible à longueur de journée et me trouvait soudain pleine de défauts. J'étais subitement devenu trop noir pour lui. Mon nez plat le dérangeait. Ouais. Mon derrière était trop rebondi Oui. et charnu pour Marc. » C'est peut-être la fin d'un amour. Pourquoi vous voyez, et vous, la narratrice, met ça un peu comme étant du racisme? Bah, C'est la fin peut-être des sentiments qu'on a C'est la pour quelqu'un. fin des sentiments, oui, mais on aurait pu exprimer cette fin-là différemment, plutôt que de s'attaquer au physique ou à ce qui définit le personnage, je vais dire. Donc, la fin d'un amour, oui, on le veut bien, mais ça avait plus un rapport avec le racisme, un jugement. Est-ce que l'absence du père ne compte pas, n'a pas compté dans l'attitude de Marie-Ève? Avec un père présent, peut-être qu'elle aurait pu... Bon, oui, enfin, on peut le dire ainsi parce qu'elle n'a pas de figure, on va dire, paternelle. Ouais. Elle est née, comme je le dis dans le livre, elle est née de 2 pères ex aequo. Et je me dis peut-être que tout cela a eu une influence sur le cours de sa vie. C'est peut-être un questionnement aussi pour moi. Est-ce que le fait de ne pas avoir une figure paternelle peut entraîner certains déboires bon, c'est peut-être un questionnement aussi. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Ma mère m'a toujours mise en garde contre mon incroyance face aux réalités d'ici, contre mon culot démesuré pour oser la juger doctement et tenter de les corriger. Mais je ne l'ai jamais prise au sérieux. Oui. Je ne l'ai jamais prise au sérieux dans cette société matriarcale-là. Oui, en fait, Marie-Ève n'a pas grandi, on va dire, au côté. Oui, voilà. Donc, elle est partie très jeune. Et puis, bon, elle s'est retrouvée dans une société qui n'a pas les mêmes valeurs que celles de sa maman. Donc, là, après, à 28 ans, quand elle revient, sa mère veut lui transmettre quand même ces choses-là qu'elle n'a pas apprises. Bon, c'est vrai, il y a eu un petit peu d'apprentissage, on va dire, jusqu'à 8 ans avant qu'elle ne parte. Mais bon, étant partie, elle a fini par tout perdre. Donc, elle devient, on va dire, un être métissé. Et du coup, voilà, elle ne peut pas croire à tout ce que sa maman lui dit. Et puis, voilà. Et puis, quand on parcourt le livre, c'est l'arrivée du choc. Je me suis demandé comment vous vous êtes prise pour nous entraîner avec vous et de cette façon-là, justement. Parce qu'on y est, on y est. On sent à la fois que quelque chose va se produire en lisant le livre et en se disant en même temps, non, c'est pas possible, ça peut pas se faire. Cette chose peut pas avoir lieu. Je ne dévoile rien en le disant. Ah oui. On va dire que c'est le travail... Ça vous a pris du temps, ah oui, beaucoup. cette partie-là? Beaucoup. En fait, le livre n'a pas été, au départ, il n'avait pas été structuré comme cela. Je l'ai travaillé pendant beaucoup d'années et puis voilà, ça a donné ce que ça a donné. Et je voulais créer le suspense, ne pas écrire de façon linéaire pour que quelqu'un lise et puis voilà, on se lasse... Mais il y a aussi la crédibilité de vos propos, parce que quand on lit l'histoire, on a l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé sous vos yeux ou quelque chose que vous-même, vous auriez vécu d'une certaine façon. Bah, c'est ma façon d'écrire, on va dire que c'est ma touche personnelle, parce que si vous lisez mon premier livre, L'hôte indésirable, vous verrez que... en fait, c'est ma touche personnelle. Beaucoup d'enquêtes, et je veux...
Beaucoup d'observations. Beaucoup d'observations et je prends mon temps en fait. Je mets pas un mot dans mon livre comme ça Il n'y a pas de mots manière. hasardeux. Oui, voilà. Ouais. Donc tout est réfléchi, tout est vu sous tous les angles. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à construire les mots, à construire les phrases et voilà. Et quand vous finissez d'écrire un livre comme ça, vous dites quoi? Tout va bien? Je dis enfin. Enfin. Si vous dites enfin, moi je peux vous dire tout va bien. C'est extrait du dernier album de Lokwa Kanzai, ça s'appelle Tout va bien. Cadeau pour vous. Merci. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers, plexus solaire comme un refrain, temps d'une pause sur mes calvaires, chant de rose dans ma tête, envie d'embrasser l'inconnu. Penser à rien et faire la fête, que du plaisir sur le menu. Il y a des jours, puis un apicolo, je ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours, Flandina et c'est J'aurais voulu vous le proposer beaucoup plus longtemps, mais le temps qui nous était parti. Le livre, il est tellement riche que j'avais vraiment voulu discuter de cela avec vous. Les Aubes brumeuses, édité aux éditions Les Lettres Mouchetées. Quel conseil vous donnerez aux jeunes, aux téléspectateurs qui nous suivent à propos de la lecture? Lire des romans, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça offre? C'est une ouverture d'esprit. On s'instruit en lisant. Parce que je vois aujourd'hui, il y a cette facilité là où il y a le digital, ou je sais pas, avec le téléphone aujourd'hui, les gens n'écrivent plus correctement. Le français, il n'est pas bien écrit. Et Ça vous peine, hein? ah oui, beaucoup. Ça vous peine. Beaucoup. Les tordus grammaticales. Oui, et franchement, c'est à la limite, on dit c'est choquant quand même de voir ce que les gens écrivent aujourd'hui. Et je me dis, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire. Parce que quand on lit... Merci beaucoup Doris Kelano d'être venue sur les antennes de Télésud et à Afro-Night défendre ce livre. Les Aubes brumeuses, édité aux éditions Mouchetées. On peut la voir sur le net, on peut la voir partout. Hein. Oui, on peut la voir sur le net, à la FNAC, un peu partout. Mon souhait aurait vraiment été que vous puissiez me répondre en disant « ça fait un carton ». Parce que tout est contenu dedans. Éducation, respect des droits d'aînesse, tout est contenu dedans, à travers justement la souffrance de Marie-Ève. Mais la fin appartient au lecteur. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Carole Martinazoli, Samir Gaïb, Alexandre Kounou, Édouard Volker, Charles Serrito se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne suite de programmes sur les antennes de Télésud. À demain.